à Marcher sur la Terre, l'émission de la RTS qui prouve que chaque problème a sa solution. Enfin, presque. Aujourd'hui, des serveurs informatiques en guise de radiateur. Des jeunes qui se stérilisent pour sauver la planète. Et des communautés comme solution contre la crise en Grèce. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Megan, Benjamin et Carolina sont jeunes, romans et créateurs de contenu pour Internet. YouTube, Instagram, TikTok, leurs vidéos rencontrent un beau succès sur les réseaux sociaux. Ils ont accepté le défi que nous leur avons lancé, réaliser une vidéo sur un projet environnemental dont ils ignorent tout à ce jour. Chiche, ça va pas être tout simple. Ils vont vous montrer que partout, en Suisse et en Europe, des femmes et des hommes changent de comportement pour sauver notre chère planète. Allez, présentation rapide de nos trois aventuriers. Megan, alias World of Advice, 24 ans, étudiante en droit, plus de 80 000 abonnés YouTube et Instagram confondus. Source d'inspiration, ses études, ses voyages, son quotidien et bien plus encore. Carolina, 23 ans, plus connue sous le nom de la Carologie, compte près de 300 000 abonnés YouTube et Instagram. Coup de gueule, passion, réflexion, ses vidéos sont comme elle, sans chichi et pleines de vie. Benjamin Friand, 30 ans, c'est le sportif de la bande. Avec près de 350 000 abonnés YouTube, Instagram et TikTok, il nous donne d'incomparables frissons. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec une trottinette. Mais pour l'heure, Megan, Carolina et Benjamin découvrent leur destination et surtout quel sujet va leur tomber dans les pattes. Ah là là, suspense quand tu nous tiens. Bon, la dernière, hein. Vas-y, Megan. On va voir. Tu pars pour la Alors, dernière. moi, je pars en Grèce. En Grèce, trop bien. Voilà, pour parler d'une piste de réflexion en matière de mode de vie différent de la communauté. Ok. Donc, ça a l'air d'être des gens qui ont décidé de vivre autrement. Caro, la dernière. En Suisse et en France, pour parler de choix radicaux face à un avenir préoccupant, ça me parle. Hein. Je n'aurai jamais d'enfant. Ok, sur la stérilisation volontaire pour des raisons écologiques. D'accord. Et toi, tu pars où? Pour la dernière, suspense. Où vais-je partir? En France. Pour parler d'une solution en matière de gaspillage d'énergie, les serveurs éco-responsables. Ah oui, je crois que j'avais vu un truc là-dessus. C'est des radiateurs avec des serveurs informatiques. Je crois que c'est ça. Bah, génial. Ouais. On est parti. C'est parti, la dernière. D'ici une semaine, ils doivent être de retour avec une vidéo prête à être diffusée. Elle sera ensuite commentée par un expert. Allez, go! Bon voyage à tous! On commence avec Benjamin qui quitte Genève, direction Paris. À bord du TGV, Benjamin potasse son ordre de mission. Coucou Benjamin! Il part à la découverte d'une solution innovante à la pollution numérique. En effet, ce secteur est responsable de plus de 2% des émissions de CO2 au niveau mondial, autant que l'aviation. Bienvenue à Paris. On vient découvrir les serveurs éco-responsables. Alors on va commencer par voir la consommation des serveurs, parce qu'il paraît que les chiffres sont astronomiques. Et après on va voir ce qu'ils font avec des serveurs pour les rendre éco-responsables. Voilà, ça va être très très intéressant. C'est parti, on y va. Petite note à ma grand-mère. Quand Benjamin parle de serveur, il ne s'agit pas d'un grand gaillard à qui on demande l'addition, mais de serveur informatique. Enfin, d'Internet, quoi. Et oui, derrière l'envoi d'un mail, il y a des serveurs informatiques qui travaillent toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Imaginons que vous envoyez 30 mails par jour à différents destinataires pendant un an. Cela correspond à presque 330 kg de CO2, soit plusieurs milliers de kilomètres d'essence utilisés en voiture. Et à part ça, on va où, Benjamin? On va chez Carnot, les fabricants de radiateurs éco-responsables. Et comment ça marche, ces trucs? On va aller voir ça tout de suite. Le bâtiment fait pas de mine comme ça, mais c'est une vraie centrale super high-tech à l'intérieur. Salut! Salut Benjamin. Quentin, c'est ça? Quentin, Enchanté. Bienvenue chez Carnot. Merci beaucoup.
Là, on est dans nos locaux à Montrouge. Ouais. Je vais aller te montrer les radiateurs. On a la première version au fond, la deuxième qui est ici, puis la dernière version qu'on a là. Le système est assez simple. En fait, tu as un système de plus et de moins. Quand j'appuie sur moins, je demande moins de chaleur. Quand j'appuie sur plus, j'en demande plus. D'accord. Et avec ça, en fait, tu régules les données qui passent par le... Toi, tu régules ta chaleur. Ouais. Et nous, en fait, on régule par l'intermédiaire d'Internet ici. On a une prise réseau. Là, on ne les voit pas, mais il y a 3 ordinateurs super puissants qui sont embarqués. Et plus tu veux de chaleur, plus on envoie de calculs, et les calculs sont réalisés par ces ordinateurs-là. Et tout ça, c'est les diffuseurs pour... Et ça, c'est le dissipateur de chaleur. Pas encore sûr d'avoir tout compris. Donc, si je pose mon téléphone ici, ça le charge? Waouh! Un ordinateur qui tourne, c'est un ordinateur qui chauffe, et a fortiori quand il fait des opérations un peu complexes. Donc nous, notre principe, c'est de se poser en alternative aux data centers, qui sont ces grandes usines du numérique qui alignent des milliers d'ordinateurs qui tournent jour et nuit. Donc l'idée de Carnot, c'est justement d'apporter ce matériel informatique, ces processeurs informatiques directement dans des logements, dans des bureaux, et donc de faire tourner ces ordinateurs pour des entreprises tierces, des banques, des studios 3D, des laboratoires de recherche, en faisant ces calculs, de faire monter en température les ordinateurs et donc de chauffer les bâtiments directement. Ça devient beaucoup plus clair, merci. À part ça, avoir la tenue de certains, il faut envoyer un peu plus de calculs dans les radiateurs, hein? Ah non, il y en a un qui est en t-shirt quand même. Alors là, on est dans le cœur du réacteur. On est dans la partie développement informatique. Il ne faut pas oublier que Carnot, avant d'être des chauffagistes, on est des informaticiens. Oui. Donc ici, on a l'informatique embarquée, l'électronique, la partie distribution du calcul informatique et au fond, la partie qu'on appelle front, le côté application, internet et interface. Donc là, tu vois, on a une partie électronique, matériel. Tu vois, ici, c'est intéressant pour toi. Ça, c'est ce qu'on appelle le processeur, en fait. C'est surtout cette partie-là qui apporte le plus de chaleur. Alors, c'est un tout petit truc, hein. Et ça monte à quelle température, ça? Ça monte à plus de 80 degrés. Ça, c'est intéressant, hein. Dans les ordis, en fait, c'est la partie qui chauffe. C'est vraiment ça. C'est pas tous les disques durs, etc. hein. Moi, je pensais que c'était ça. Non, en fait, c'est ça qui chauffe. Et c'est valable pour combien? Alors là, on est dans une petite salle serveur où on teste le matériel informatique pour voir comment il réagit au calcul avant de pouvoir l'intégrer dans nos radiateurs ou dans nos chaudières. D'accord. Ça, c'est important de comprendre que le bruit qu'on entend, c'est le bruit du ventilateur. Et comme on a enlevé le ventilateur dans les radiateurs, le bruit, il n'y en a plus. On est à 0 décibel dans les radiateurs. Et ça, c'est important parce qu'il y en a que ça effraie d'avoir un ordinateur dans la chambre. C'est vrai que si ça faisait ce bruit-là, on arrêterait de s'en servir. Ouais. Le numérique dont on se sert au quotidien avec nos téléphones, nos ordinateurs, les vidéos, les photos, le cloud, on entend souvent que c'est virtuel, que c'est dématérialisé. Ce qui n'existe plus à côté de chez nous, physiquement, un disque dur ou autre, il existe ailleurs forcément. Et cet ailleurs, ce sont notamment ces grands data centers. Et donc, quand on parle de numérique virtuel, en réalité, on oublie toute cette partie matérielle qui a une influence sur l'environnement, parce que ça consomme des métaux rares, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, parce que ça préempte du foncier, ça artificialise des sols. Et il faut que tout le monde commence à en avoir conscience, puisque dans nos usages du quotidien, il suffit de regarder une vidéo sur Internet ou de faire une recherche sur Google pour en fait avoir une dépense énergétique et une consommation qui a un impact environnemental. En effet, rien qu'en Suisse, 8% de la consommation d'électricité est due aux usages numériques. Et cette consommation augmente rapidement, notamment en raison de notre appétit pour les vidéos en streaming. Mais Carnot est en train de développer un nouvel outil pour minimiser encore plus l'impact de ses serveurs informatiques. Et c'est ici que l'avenir se dessine. Quentin, explique-nous un petit peu où on est, là tout de suite. On est dans une forme de laboratoire où on a développé la chaudière numérique qui chauffe de l'eau avec des ordinateurs. D'accord, ok, c'est ce qu'on voit là-bas. C'est ce qu'on voit là-bas, on peut aller voir si tu veux. Ouais, ça marche, ça m'intéresse. Ah, c'est bon. Alors là, on a l'entrée d'eau froide, la sortie d'eau chaude, une alimentation électrique et la fibre par laquelle transitent tous les calculs. Le cœur de la chaudière, c'est en fait ça, là, ce qu'on voit ici, ce sont des ordinateurs. Donc là, il y en a 6, 12, 18, 24.
Et en fait, à l'intérieur de ces ordinateurs, on a des plaques pour dissiper la chaleur. Et l'eau circule à l'intérieur, donc elle passe ici, elle repasse là, ici, et elle sort par les tuyaux en haut à plus de 60 degrés. D'accord. 60 degrés? Eh ben, d'ici à ce qu'on puisse chauffer son jacuzzi grâce à la chaleur émise par les calculs informatiques, il n'y a qu'un pas. Bon, Benjamin, faut y aller, là. Direction Bordeaux, où Benjamin va continuer de traquer le CO2 du secteur numérique en allant vérifier l'efficacité des radiateurs Carnot chez de simples particuliers. C'est bien ça, Benjamin? Ouais, on est à Bordeaux pour aller voir des logements sociaux équipés avec tous les radiateurs qu'on a pu voir hier à Paris. On va voir comment ça réagit dans un bâtiment en entier, un bâtiment éco-friendly. On arrive aux logements sociaux. Bonjour, Benjamin, enchanté. Cool, merci. Peut-être que vous pouvez nous montrer les radiateurs installés dans le logement, c'est ça les... Volontiers. Bon, on va se mettre ici. Ah là déjà il y en a un. On est chez Julie dans un des 49 logements du bailleur social Gironde Habitat à Bordeaux, dans le centre de Bordeaux. Et c'est un bâtiment qui est équipé sur 6 niveaux, 2 niveaux de bureaux et 4 niveaux de logement, par près de 350 radiateurs, ordinateurs de Carnot. Donc ici, on est chauffé dans un appartement de plus de 80 mètres carrés par 6 radiateurs qui chauffent l'intégralité de la surface et qui chauffent apparemment bien. On se sert des radiateurs de manière écologique et puis en échange, on offre du chauffage gratuit. Ils sont un peu positionnés dans le salon. Il y en a 3 dans le salon et 1 dans chaque chambre. D'accord, Voilà. ok. Et puis vous en êtes satisfaite de ces radiateurs? Oui, très satisfaite. Non seulement la chaleur est douce, on peut poser les mains dessus. Petite question, comment vous faites en été? En été, Ouais. il suffit d'éteindre, on se met comme ça et là ça marche plus. Là, ça fait pas climatisation ou quoi Non. que ce soit? Non, pas Non. encore. Non, on y réfléchit. Ouais. Parce que pour faire du froid, il faut avoir du chaud. Ouais. Donc convertir du chaud en froid, c'est peut-être le projet d'après, mais là on n'est que sur un radiateur. Et les calculs dont on a parlé, mais ils n'arrivent plus chez Julie, Ouais. ils repartent ailleurs, et cet ailleurs c'est notamment la chaudière Ouais, numérique ouais, ouais. qui fait de l'eau chaude toute l'année. Et donc ça c'est peut-être des prochains projets pour les logements à venir, mais pas encore de froid. Vous pensez que c'est une solution pour le futur? Ah oui, clairement. Non seulement c'est écologique, mais c'est pratique, c'est utile pour une société qui a besoin de traiter des données. C'est quand même assez utile. Et pour nous, il y a aussi un intérêt financier, parce qu'on ne paye pas le chauffage, étant donné que c'est la société qui traite les données qui va financer notre chauffage. Ah, cool. Ouais, parce que j'ai lu qu'il y avait énormément de serveurs, les serveurs qui engloutissaient le plus de données, qui travaillaient le plus. Ils ont été délocalisés dans des pays froids, justement à cause de ça, parce que ça coûtait beaucoup trop d'énergie. En fait, c'est ce qu'on appelle du free cooling. On se sert de l'air extérieur pour refroidir les ordinateurs. Ouais. Et même Microsoft l'a fait dans sous l'eau. Ouais, sous l'eau, j'ai vu. Ouais. Alors que nous, notre solution, c'est au lieu de concentrer ça et de pouvoir le refroidir, c'est d'éclater la capacité de calcul partout, là où on a un besoin de chaleur direct. Donc ça prend la forme d'un radiateur, ça prend la forme d'une chaudière. Ça résout plusieurs problèmes d'un coup. C'est mutualiser une source d'énergie pour plusieurs usages. Ouais. Et ça, c'est une vision aussi... on peut produire des énergies renouvelables, mais il faut dans le même temps essayer de consommer moins et mieux. Ouais. Et donc nous, on apporte aussi cette brique-là. On ne produit pas d'énergie renouvelable, mais on se sert de ce qu'on appelle la chaleur fatale informatique, qui est la chaleur qui est dégagée par les ordinateurs quand ils fonctionnent. Du chauffage à l'œil. Elle a du bon, cette chaleur fatale utilisée comme ça. Hein, Benjamin? Oui, ça chauffe, mais ce n'est plus mortel pour l'environnement. Il suffit de récupérer la chaleur intelligemment. Bref, une solution qui a de l'avenir devant elle, moi je dis. Enfin, ce n'est que mon avis. Toi, t'en penses quoi, Benjamin? Carnot a développé une très belle alternative à la consommation des serveurs. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir comment ça va évoluer sur le long terme. Après, j'imagine que c'est très difficile de trouver toujours les solutions parfaites pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais en tout cas, c'est un exemple à suivre. Donc j'espère qu'il y aura d'autres sociétés qui développeront des projets comme celui-là. Pas forcément le même, mais d'autres projets qui puissent vraiment lutter contre le réchauffement climatique. Moi, en attendant, je vais me mettre au montage parce que là, il y a du boulot. A plus tout le monde. Oula, gros flair. À plus, Benjamin. Nous, on file à Genève où Carolina roule vers sa destinée. Qu'est-ce que je raconte? Bah non, sa dernière mission, et pas des moindres. Il y sera question d'enfants, ou plutôt pas. C'est ça, Carolina? Coucou.
on va parler du fait de ne pas vouloir avoir d'enfants pour des raisons écologiques, notamment en ayant recours à la stérilisation. Du coup, on va rencontrer Clay Burse qui a eu recours à une vasectomie et qui va nous raconter du coup le pourquoi du comment, du qu'est-ce il a pris cette décision et qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui. C'est vrai que c'est le genre de décision qu'il vaut mieux pas regretter après. On va se mettre là sur le petit canapé. Rosanna et Clay ont la vingtaine et sont en couple depuis 7 ans. Ensemble, ils ont fait le choix de ne pas devenir parents. Comme ça. Ok, Carolina, on est bon? Si je me mets là. Ah merde, ça tourne. Ah bah bravo. Ça fait un joli plan, ça, non? Est-ce que la dimension environnementale, avenir, futur incertain, tout ça, c'était déjà présent avant ou c'est vraiment venu bien après que vous ayez eu toutes ces réflexions? Finalement, il y a de plus en plus de gens qui prennent en considération cette question environnementale dans le fait de fonder une famille ou pas. Parce que, faut pas se mentir, un enfant, c'est une empreinte écologique énorme. On ne pourra jamais compenser la croissance démographique avec la perte de ressources qu'on est en train d'engendrer. Jamais. Enfin, ça, c'est quelque chose que les gens ne sont peut-être pas conscients ou sont conscients, mais ils ne prennent pas cette dimension-là en compte dans le choix d'avoir un enfant ou pas. Du coup, on s'est d'abord renseigné sur la ligature des trompes. On a vu énormément de témoignages de femmes ici en Suisse et ailleurs. Et vu mon jeune âge et que j'ai pas d'enfant, forcément, on n'allait pas me l'accepter. Et puis, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple et facile et accessible de faire une vasectomie, en fait. Est-ce que tu as eu des doutes de te dire ouais, mais si je change d'avis, si machin? En fait, c'est des questions qui arrivent, mais c'est vrai qu'avant de prendre la décision de faire la vasectomie, c'est vrai que j'ai pris la décision d'aller voir une psychiatre. Et finalement, ça a été une vraie libération pour ensuite venir me poser les bonnes questions sur la vie que je voudrais et je voulais mener seul et avec ma compagne. Ayant la vingtaine, ça peut choquer beaucoup de personnes que j'ai fait la vasectomie à 24 ans. Pour moi, question de paternité, c'est même plus lieu de se poser la question. Mais une des pires choses que j'ai pu entendre, c'est « Ouais, mais t'as pensé aux gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants ?» Mais finalement... Sans oui. être égoïste, c'est pas notre problème. Désolée pour eux, mais c'est... Mais d'un autre côté, je connais personne qui a fait un enfant par altruisme. Je viens de sortir de l'entretien avec Kleber et Rosanna et franchement, c'était hyper intéressant. Je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment une diversité incroyable de raisons qui peuvent nous pousser à réfléchir à cette décision et à se demander si on ne ferait pas mieux justement de juste ne pas enfanter. Parce que personnellement, moi, c'est quelque chose qui me parle. Vouloir un enfant ou pas? Manifestement, la question turlupine Carolina. Elle a maintenant rendez-vous avec une très jeune femme qui, elle, semble déjà sûre de sa décision. Donc là, je m'apprête à rencontrer Wendy, qui est une jeune fille de 19 ans, qui aimerait avoir recours à la ligature des trompes, mais qui ne peut pas vraiment pour l'instant, et elle va nous expliquer justement pourquoi. Je suis dans l'angoisse de savoir si je vais bien l'utiliser, tu vois. C'est trop sombre. Mais non, tu es lumineuse, Carolina. Là, j'espère qu'on va bien nous entendre, en fait. Bah oui, je pense. Dans des moments de grosse angoisse par rapport au climat, où je commence à me dire « Oh là là, le monde va s'effondrer », tout ça. Ouais. Des fois, j'en veux un peu à mes parents de me dire « Mais pourquoi ils m'ont ramenée, quoi ?» et bon, ça me passe vite. Mais je voulais savoir si c'est quelque chose aussi qui t'est venu à l'esprit. Est-ce que toi, c'est une angoisse que tu vis pour toi par rapport à l'avenir, tu vois? Un jour sur deux, je le pense. C'est vrai? Non, pas un jour sur deux, mais c'est vrai que justement cette idée de pourquoi mes parents m'ont fait est quelque chose de très anxiogène, comme tu le disais, et ça m'est venu plein de fois. J'ai même dit, j'ai dit à ma mère, surtout parce que je vis avec ma mère, je lui ai dit mais pourquoi tu m'as fait et tout. Elle me fait parce que je voulais un enfant. Et moi je lui ai dit à mes parents à ce moment-là, enfin surtout à ma mère qui était là présente ce soir-là, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Tu as mentionné vite fait l'idée qu'il y avait aussi la question écologique. Oui. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui n'y connaît absolument rien du tout, il se dit mais c'est quoi le rapport entre avoir un enfant et l'écologie? Je voudrais pas qu'un enfant naisse dans cette condition-là. On doit rattraper, nous, les erreurs d'il y a 50 ans et pour essayer de retarder le plus. Donc pourquoi tu veux pomper un gamin dans un monde où tu n'es même pas sûr de toi-même survivre? Donc tu en es arrivé à un moment donné à en parler à ta gynécologue? Exactement. Elle m'avait dit tu auras beaucoup de problèmes à avoir des enfants naturellement. Et moi je lui ai dit ouais mais j'ai pas envie d'avoir d'enfants.
Ok, donc pour finir, toi, tu l'as dit en gros. Ouais. Et elle m'a dit, c'est ton corps, c'est ton choix. Ah ouais? Oui. Et on avait justement parlé des différentes méthodes de contraception et j'avais vu ce qui était la ligature des trompes, donc la stérilisation volontaire définitive. Et elle m'a dit, à 18 ans légalement, on peut le faire. Sauf qu'en Suisse, et même à Genève, je pense, très peu de gynécologues le font à 18 ans. Et la tienne, du coup, ne veut pas. Alors moi, elle m'a dit, je préfère le faire un petit peu plus tard, comme ça, au cas où, si tu veux revenir sur ta décision, durant les quelques années, tu es en droit. Mais si tu vas à 25 ans, on en reparle. Comme ça, tu me dis si vraiment tu veux le faire. Comme ça, si tu veux vraiment le faire, on pourrait peut-être commencer le processus. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Et il t'a pas enregistré. Bah, j'espère bien. Attends, on va voir. Bah, c'est pas grave, hein, mais Ouais. je crois que oui. Ah oui, oui, c'est bon. C'est bon? Ouf. Et toi, t'en penses quoi de tout ça? Là, maintenant que je suis dans un couple stable, que c'est parti pour durer, a priori, eh ben, on s'est posé déjà la question de comment on voit notre futur, est-ce qu'on se voyait parents, etc. Et moi, jusqu'à maintenant, c'est majoritairement un non. Moi, c'est l'angoisse par rapport au futur, en fait, qui me dissuade, qui me bloque, en fait. Et peut-être que ça changera, hein. Peut-être que ça changera. En tout cas, c'est sûr que ça mérite encore réflexion. Carolina prend sa voiture hybride et se rend maintenant à Toulouse, où elle a rendez-vous avec une jeune femme qui a fait le pas de la stérilisation et qui ne le regrette pas une seconde. Nelly a eu recours à la ligature des trompes il y a 1 an et depuis, elle se sent libérée. Un petit sourire, Carolina? Merci. Je suis hyper blanche, mais on s'en cogne. Tu peux pas faire des retouches post Ouais, je pourrais, mais je pense que là, on est bien. Je m'appelle Nelly, je vais avoir 32 ans. Je suis thanatopractrice, donc je bosse dans le funéraire, pour les gens qui connaissent pas. J'ai une très grosse conscience écologiste, en fait. Je suis végane. Il y a le fait d'être minimaliste, donc de posséder que l'essentiel, en fait. Voilà, on nous fait croire qu'on a besoin de plein de choses, en fait on a besoin de rien. Donc ça, le zéro déchet. Et du coup, tu as eu recours à une ligature des trompes parce que tu ne veux pas d'enfant. Et une partie de ta décision est motivée par un argument écologique. Le fait de me faire stériliser, c'était un geste fort, en fait, pour interpeller les gens sur 2 choses. Premièrement, le fait de dire aux gens c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. C'est très difficile, en fait, on ne se rend pas compte de se faire stériliser. Beaucoup de chirurgiens sont des hommes. En 2020, tu as des chirurgiens qui disent oui, est-ce que je peux avoir l'accord du mari? Oui, est-ce que vous pouvez passer un test chez le psychiatre? Et de 2, au niveau écologique, en fait, on est trop nombreux. On pollue trop. Il faut réduire la pression démographique. On le fait pour des animaux, enfin pour des chats, des chiens, et voilà. Nous sommes des animaux. Je vois pas où est le problème, en fait. Et j'ai pas envie de mettre un petit pollueur, parce que même si je l'élève de façon végane ou j'en sais rien, il sera quand même là, il consommera même un minimum, mais il consommera quand même un minimum, quoi. Et il y a aussi le fait que, étant donné qu'on ne va pas se mettre à faire des choses radicales demain pour sauver la planète, ça va se désagréger très fortement dans les années à venir. Et j'ai pas envie de mettre un enfant au monde dans ces conditions-là. Les gens disent que c'est très égoïste de ne pas vouloir d'enfant. Moi, je trouve que c'est très égoïste de mettre au monde un enfant en sachant ce que ça va être. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça remue tous ces témoignages. Ils mettent à mal beaucoup d'évidences. Et pour Carolina, il pose une vraie question, naître ou ne pas naître. Par rapport à mon histoire, avec le recul, je me dis que je suis quand même contente de savoir que ouais, j'ai été autant désirée. Je sais que ma mère a beaucoup insisté là-dessus et qu'elle m'a dit que vraiment, elle n'avait qu'une envie, c'était que j'arrive, en fait. J'aimerais savoir, en fait, mes parents eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils penseraient de ce sujet. Si ça les heurterait, s'ils comprendraient ou pas. S'ils comprendraient mes angoisses par rapport à tout ça, au fait que moi-même, en fait, j'aurais grave peur et tout, pour l'avenir d'une potentielle future progéniture. Une réflexion de fond qui pousse Carolina à s'interroger sur ses désirs et ses choix futurs.
Ça me semble vraiment intéressant en fait d'avoir discuté avec toutes ces personnes-là parce que ça fait popper des points d'interrogation en fait à gauche, à droite sur le sens de la vie en fait. Bref, moi ça me fait partir dans des questionnements philosophiques assez violents. Mais là, au moment M dans lequel je parle, disons, je suis bien contente d'être là. Ça, c'est une belle pensée carologique. Nous aussi, on est content que tu sois là, Carolina. Bah si, c'est sincère. Allez, on s'envole en Grèce retrouver Mégane. Plus précisément au sud d'Athènes, où Mégane part à la découverte de modes de vie alternatifs, ce qui ne l'empêche pas de rester détendue. La preuve. Mais bon, elle a rendez-vous avec les bénévoles d'un projet éco-social et ça a l'air d'être dans un coin plutôt perdu. Hello, Costas, it's Megan. Good morning. We are arrived, I think. We're in a small road. Maybe we are not in the good place. Okay, see you soon. Ciao, ciao. But in fact it is... Mais en fait si, c'est le bon chemin. Le rendez-vous est bien au milieu de nulle part. I'm half Swiss, so... Oh, of course. Ik red de Zwitserduits. Red de Zwitserduits, or not? I don't know. Costas is not here. Okay, I will call him. He lives very close. Okay. So yeah, we can go to the guest house with your No stuff. worries. Okay, perfect. Non, manifestement Mégane ne parle pas le suisse-allemand. Non, c'est cool. Regarde, il n'y a pas un bruit, franchement. C'est pas genre génial. Que demander de plus? Un chat qui se dort au soleil peut-être? Oh bah il est là. Megan, nice to meet you. Costas. Nice to meet you. Okay, so we're gonna have some time finding each other and seeing what we're gonna do. Yeah, with pleasure. Hello. Costas, c'est le fondateur de l'éco-centre Evolving Cycles. Autour de lui, des volontaires d'ici et d'ailleurs, de l'Europe, mais aussi d'Amérique du Sud, qui donnent de leur temps quelques semaines ou quelques mois pour cultiver la terre et créer du lien entre le monde rural et urbain. Donc, je viens juste d'arriver du coup à Evolving Cyclists. Je suis avec Costas qui est juste à côté de moi ici. On va visiter un peu leur endroit, voir un peu leur projet, comment ils font pour vivre ici, quelle est leur façon de vivre, etc. Ils ont plein d'animaux, donc déjà je suis folle. Ça va être hyper chouette. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi durant cette journée. Ok. Evolving Cycles, c'est essentiellement 2 grands jardins en permaculture. Cette technique mise sur la complémentarité des plantes et leur entraide. Une philosophie qui peut d'ailleurs s'expliquer aussi aux humains, comme Costas l'explique à Mégane. Maybe from the very beginning, like when the call started, there have been 4 to 5 persons that we have been relating to it. Definitely there is a big number of people that they have passed here as travelers or, that occasionally they have come and given care. Then each one has its own time cycles or, giving to the project. And it still happens in development, right? Yeah. Okay. Hello. Oh, c'est qui lui? This is Nefula. Her name means little cloud. Little cloud, ok. Fula. Evolving Cycles, et je vous emmènerai avec moi. Tu fais chier, putain, Thomas! Qu'est-ce qu'il y a? T'es passé 4 fois dans mon plan! Ah, ça tourne là. Ça tourne là. Là, ça tourne. Je vais rencontrer des communautés. Donc c'est des gens en fait qui ont décidé. Putain de merde. Je l'avais bien fait, et t'es passé, et voilà. Tu vois, j'arrive pas à les refaire après. Si je fais pas les premiers coups, après j'y arrive plus. Évidemment, Thomas, notre cadreur, a été licencié à peine de retour en Suisse. Je rigole. Allez Mégane, laisse-toi bercer par le calme des lieux. C'est l'heure de préparer le repas. Every day, when someone cooks, the new recipes appear, out of nowhere. So it's also an experience cooking in here. It's like amazing restaurant meals every time, but at the same time, it's never the same. It's always new. It's always fresh. Yeah. Moi je viens, je participe un peu dans tout. Donc je mets la table avec plaisir parce que ça me fait très plaisir de mettre la table pour tout le monde. Et après, on pourra s'occuper des poneys. Donc voilà. Hop. How many we will be to eat, Conrad? Because I see a lot of... I'm actually not sure. Okay, perfect. I don't know. You never know. Almeida. C'est à la bonne franquette ici. Il y a toujours une assiette pour les gens de passage. Et peut-être que les dames, elles me disaient, peut-être
que les dames, elles mangent avec nous, en fait. Ah bon? Moi, je vais peut-être aller me changer alors, non? Il est extrêmement mignon. Bonjour. J'ai les papilles qui dilatent. It's a really beautiful bread. You have a really great cooker, I'm sure. Oh, thank you. Oh, la vénarde. Et il est comment ce pain maison alors? Trop bon. C'est vrai que ça a l'air délicieux tout ça. Que du bio qui a poussé dans le jardin. De la purée, de la salade, des brocolis, du papier tue-mouche. Ah non, c'est pas du papier tue-mouche, ça chante avec le vent. Bref, le repas terminé, Megan a encore des questions. How do you see the future for this, and do you want to create another same thing but in another place? The greatest ambition is that this project, alongside projects that they are working on this paradigm, they're ever evolving. Okay. They're really happening and they're becoming part of the reality and not just exceptions. It's a social project. It's a social eco project, if we can say it in just one title, even though it can't bring it in. Yeah, but yeah, and somehow it's like taking our responsibility of what we produce. How and what, from what are we educated, and then what's our entertainment? C'est très beau la guitare, mais ça vous dit un petit tour dans le jardin? All these different beds, they're basically our herbal garden. This is black mustard. It's a wild green, which we will eat in a salad, you know. And the paste I showed you is from this. Ah, it's from this, okay. It has these nice yellow flowers. This is a nice sage plant. For me, this is the best plant to use if you have a headache or a migraine, you know, after a long day. Oh, that's for me. You can, yeah. So you don't use medicine, traditional medicine? As much as I can, I avoid it. And I think everyone here loves to see how much help you can get from the plants, you know. Pour Megan, qui aime les animaux, c'est un vrai paradis ici. Mais elle n'a encore rien vu. Voilà le moment qu'elle a attendu toute la journée, amener les chevaux au parc. Elle est accompagnée de Ramillo, un jeune Argentin qui a vu son rapport au monde changer après son premier séjour à Evolving Cycles. We almost are not handling money. And we are so used to use money the whole time. But here, it was like a whole month without touching papers, no? You know, notes. It was everything covered, and the plan was here, to stay in nature and to put the whole attention in nature and in teamwork and really genuine purpose, let's say. For me, it was really transforming myself. That changed your priorities. Yeah. Changer ses priorités. Vaste programme sans doute indispensable dans notre monde qui se réchauffe. Dis donc, Megan, c'est l'heure de bouger, là. Tu viens? Bon, 5 minutes, alors, hein? Nous voilà de retour au centre-ville d'Athènes. Son panorama, ses monuments, son histoire et aussi ses pigeons. Mais surtout pour Megan, la rencontre avec une communauté plus urbaine et des expériences, hélas, moins heureuses. Avec Thomas, on va prendre une voiture et on va monter dans le nord de la Grèce, rencontrer 2 dames qui ont vraiment fait partie d'une communauté qui sont arrivées à un stade où ils ont même créé leur propre monnaie. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus parce qu'il faut savoir que cette communauté a totalement explosé et qu'elle n'existe plus. Donc je pense que ça va être clairement intéressant de savoir pourquoi tout ça a éclaté. Direction Katerini, une ville de 57 000 habitants. Comme dans toute la Grèce, sa population a subi les conséquences de la crise financière de 2008. Le taux de chômage a même atteint 27,5% au plus fort de la crise en 2013. Pour sortir la tête de l'eau, certains ont fait preuve de créativité. Hello. Σταματία. Nice to meet you. Πιστεύω να ήρθατε από Ιταλία. No, I'm sorry. Only English and French. So that's your shop?
That's my shop. You are Anastasia? Yes. Stamatia was member at the group. Maquilla. C'est vraiment une petite épicerie et tout de quartier. En fait, tout le monde vient acheter son truc ici, ses petites affaires, et puis il y a plein de produits. Anastasia et Matia ont créé leur propre monnaie, les soleils. The people that were in the group were growing natural. We had growers that brought their vegetables or fruits that were all natural. Du bio et du local dans tous les rayons. Ça donne envie de s'asseoir tranquillement pour comprendre l'histoire de cette communauté réunie autour des soleils. Donc là, on est dans un café, il fait hyper beau, c'est un peu genre freestyle et tout, mais c'est cool. Donc on va rencontrer tous ces gens et discuter tous ensemble. Okay, so can you tell me each one why you choose to rejoin this group and why you choose to be a part of this group? The name is here, but I can't say it, so... I was from the persons that we started, and the reason was that I had inside the belief that even there is crisis in Greece, I have to give something, and as I have to give something, other people have to give something, even if they don't have euros. What's happened to say, okay, we need to create money? Because a lot of people didn't have the money to do the exchanges, so we thought that if we make Ilios our money, we can exchange whatever we want without stopping us living. The choice for the sun is because sun means hope. One sun was €1. One sun is €1. It's totally immaterial. It's like a Bitcoin. Yes. With my shop, the organic shop I have, someone came and buy a product. I went to the teacher of English and I made the exchange so that I pay for my children for their lessons. De si beaux soleils. Mais l'expérience a toutefois tourné court, comme de nombreuses monnaies locales à travers le monde qui peinent à convaincre un nombre suffisant de commerces à l'accepter. Every community needs respect, needs the energy to continue. And when some people doesn't understand how they can be in this group and give so that this continue, something breaks. And some people lost their hope. That's what I think. Yes. Chacun sa route. Anastasia, elle, n'a pas perdu espoir en la capacité des communautés à s'organiser différemment hors des circuits économiques conventionnels. Et toi, Megan, qu'est-ce que tu garderas de ce court séjour ? Ce fut vraiment une expérience et une mission très enrichissante pour moi. J'y ai découvert beaucoup de choses et je me suis en fait rendu compte que la majorité de ces communautés ont en fait le même fondement et la même philosophie. C'est celui de réunir les gens autour d'un même projet et dans le même esprit en fait, et de faire du lien social entre toutes ces personnes. Et c'est pourquoi ces projets ont été mis en place et c'est pourquoi ces communautés ont vu le jour, parce que ces gens cherchaient vraiment à se réunir et à se rassembler ensemble pour échanger et pour partager des moments tous ensemble. Tous ensemble, tous différents, et pourtant unis par le même état d'esprit, celui d'être plus profondément conscients et respectueux de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. J'en ai presque ma petite larme à l'œil, sincèrement. Megan, Carolina et Benjamin sont de retour en Suisse avec leur dernière vidéo fraîchement terminée. Leur objectif ? Prendre du recul avec leur expérience et comparer ces initiatives écologiques très diverses. Pour ce faire, ils ont rendez-vous avec Géraldine Flieger, professeure à l'Université de Genève en politique de l'environnement. Ça rigole plus. Bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Géraldine, enchantée. Enchantée. Benjamin. Megan. Carolina. Eh bien super, donc vous allez nous montrer vos vidéos. Ouais. C'est ça. Je me réjouis. Et voici le moment tant attendu où nous allons enfin découvrir leur travail. Alors moi je suis parti à Paris pour parler d'une solution, en quelque sorte, aux serveurs informatiques. Et je vous propose de découvrir ça tout de suite en images. On arrive au bâtiment qui a été entièrement équipé avec ces radiateurs. Il y a des bureaux, des logements sociaux aussi. Par contre, il y a un code. Je vais devoir hacker le système. Alors,
Ok, ne regardez pas. La porte est ouverte. Ça y est. Pratique ce téléphone. Merde, je crois que je vais devoir hacker l'ascenseur. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Benjamin, enchanté. Ah là déjà il y en a un. Un autre là-bas, vous en avez combien ici? 6. 6, d'accord. Ouais. Il y en a 3 dans le salon et un dans chaque chambre. D'accord. Voilà. Vous en êtes satisfaite de oui. ces radiateurs? Oui, très satisfaite. Non seulement la chaleur est douce, on peut poser les mains dessus, donc il n'y a aucun danger pour les enfants. On peut régler très facilement aussi bien avec le doigt comme ça qu'avec une application. Donc même si on n'est pas chez soi, on peut gérer la température à distance. Ouais. Si j'ai bien compris, c'est parce que les serveurs, ça chauffe. Oui, alors tu as une puce, en fait, la puce qui va vraiment chauffer, qui va faire tous les calculs. Ça chauffe jusqu'à 80 degrés, à peu près. Et c'est ça, en fait, qui va diffuser la chaleur. Tu as des diffuseurs un peu partout. Et, Parce que d'habitude, ça se passe comment sans ça? Bah, dans un ordinateur, tu as la même chose, sauf que tu as des ventilateurs pour évacuer. Tu vois? Et dans les stockages de données, c'est ça qui coûte beaucoup d'énergie, en fait. C'est refroidir tout ça. Ah, ok, d'accord. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, Facebook, je crois, ils ont tous leurs serveurs en Suède, tu vois, dans des zones froides. Comme ça, ils ont besoin de moins d'énergie pour refroidir tous les serveurs. D'accord. Donc, il n'y a aucune donnée qui sont stockées dans les serveurs. C'est la première question que j'ai posée, c'est parce qu'en fait, ils ont comme clients des banques, etc. Et ils font que des calculs. Donc, en fait, si personne ne peut pirater ces radiateurs, il ne faut pas se brancher, il n'y a aucune donnée qui est stockée, c'est vraiment juste du calcul. Je trouve que on méconnaît, on sous-estime vraiment le poids en énergie et en émissions de gaz à effet de serre de toute l'économie numérique, en fait. Il y a un peu cette tendance de l'illusion. On parle beaucoup de dématérialisation. Donc, comme c'est dématérialisé, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'impact, tout va bien. On peut ne pas imprimer son email, c'est vachement bien, on ne consomme pas de papier et du coup tout ça même le stockage d'un email coûte beaucoup d'impact. d'énergie. Effectivement, le stockage d'un email, notre consultation compulsive de Facebook ou de Twitter génère aussi de la consommation d'énergie et des émissions. Exactement. Alors, ce que je trouve intéressant, et ça, c'est ce qu'on appelle un peu des symbioses. Et ces symbioses, elles sont jusque-là vues plutôt à l'échelle de zones industrielles, où il y a des entreprises qui échangent de la chaleur, du froid, à l'inverse, des ressources, etc. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ouvre vraiment la perspective jusque, entre les particuliers, les ménages, et puis l'industrie du numérique. Alors mon sujet, pour le coup, était très intéressant, puisqu'il résonnait assez dans mes convictions personnelles, mais ça j'en parlerai plus tard, qui est la stérilisation volontaire pour des raisons écologiques. Donc tu me diras ce que tu en penses après avoir regardé cet extrait. Dans cet épisode, on va parler du fait de ne pas vouloir avoir d'enfants pour des raisons écologiques, notamment en ayant recours à la stérilisation. Tout va bien, Thomas? Franchement, je kiffe. Du coup, on s'est d'abord renseigné sur la ligature des trompes. On a vu énormément de témoignages de femmes ici en Suisse et ailleurs. Et vu mon jeune âge et que j'ai pas d'enfant, forcément, on n'allait pas me l'accepter. Et puis, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple et facile et accessible de faire une vasectomie. Beaucoup d'hommes doivent prendre aussi leur contraception en main. Et si j'ose dire, moi je cherche pas à ce qu'on me regarde ou qu'on me dise ah ouais lui incroyable. Non, pas du tout. Moi je pense qu'aujourd'hui avec les mentalités qui se libèrent beaucoup plus, je pense que beaucoup d'hommes aussi doivent se poser la question si eux ne doivent pas passer par la case contraception aussi et également. Vous, ça vous choque d'entendre ces récits? Moi j'avais jamais entendu un mec en fait dire ça. C'est vrai que j'avais déjà entendu ça pour les femmes, mais pour les hommes, j'avais jamais entendu vraiment. L'opération de la vasectomie, elle est vraiment beaucoup moins lourde et invasive. Et puis c'est bien d'avoir les deux points de vue, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette pression de la société de dire il faut faire des enfants, puis quand est-ce que tu fais des enfants, ça y est. Puis là de voir qu'il y a des gens qui disent bah non. C'est vrai que c'est un récit qu'on n'entend pas spécialement pas beaucoup. Du tout. Non. Du coup je trouvais ça cool de pouvoir. C'est vraiment très intéressant. On voit dans les 3 témoignages, moi ce qui m'a frappé en les regardant, c'est qu'on retrouve systématiquement en fait 2 registres qui sont un petit peu mêlés, mais qui sont d'une égale importance. Il y a vraiment celui quelque part relatif au droit de ne pas avoir d'enfants,
Mais ce que je sens aussi parfois pointé, c'est un discours un peu normatif à l'envers, comme quoi il faudrait que tout le monde veuille ne pas avoir d'enfants. Alors que je pense qu'il est presque autant important de pouvoir se battre pour avoir le droit de ne pas vouloir d'enfants, comme de se battre pour le droit de pouvoir avoir des enfants. Mais ça, c'est un premier champ. Et puis il y a le deuxième champ qui est au plan environnemental. Et là, souvent, ces deux domaines se sont mêlés. Systématiquement, dans les trois cas, ça montre bien l'angoisse qui touche aujourd'hui au plan environnemental et climatique votre génération. La mienne aussi dans un certain sens, mais surtout la vôtre. Ça, on le revoit beaucoup dans les enquêtes sociologiques qui ont été faites récemment dans les grèves sur le climat. On voit que le rapport au monde des grévistes du climat, des élèves, des jeunes qui vont dans la rue, il est très, très dépressif quelque part, très, très empreint d'un sentiment d'angoisse. Et ça, on le retrouve aussi du coup dans des pratiques sociales et individuelles telles que, aussi fortes que celle de choisir son avenir. Donc moi, je suis partie du coup en Grèce, à Athènes, et je suis aussi montée dans le nord à Katyrini pour rencontrer des groupes de personnes qui ont décidé de vivre autrement. Et c'est ce que je vais vous présenter par l'intermédiaire de ma vidéo. Après avoir passé une magnifique journée sur Athènes où j'ai pu faire découvrir un peu la ville à Thomas, le lendemain nous avons pris une voiture pour nous rendre un peu plus au sud, à Calmy Garden, là où est basée l'association Evolving Cycles. Et ce fut vraiment intéressant de me dire que j'allais passer les 2 prochains jours dans cette communauté. À notre arrivée, nous avons d'abord dégusté un bon thé et échangé un peu sur notre projet, sur comment on allait réaliser l'émission et cette vidéo et en apprendre un peu plus sur eux. Par la suite, Kostas, le fondateur du projet, m'a emmené faire un petit tour des lieux et ensuite on s'est posé sur un canapé pour discuter plus tranquillement. I saw an opportunity where a place could be a public project where people can find this frame, where they can reconnect to the earth and work the natural ecosystem alongside a human ecosystem in the frame of collaboration, sharing from their arts. Donc là, c'est un projet plus qu'une communauté. C'est quelqu'un qui a décidé de créer un écosystème qui tend à devenir autosuffisant en plus. On ressent qu'en soi, le but de ces personnes, c'est de se rassembler autour de quelque chose en commun. Parce qu'à chaque fois, ils évoquent la crise en Grèce, qui, je pense, a été quelque chose d'assez dramatique pour eux, et je pense même d'un point de vue social, en fait, où les gens ont un peu perdu espoir et se sont un peu renfermés sur eux-mêmes. Et c'est très juste, et ça, c'est vraiment intéressant de le voir, surtout dans le contexte de crise où on a le sentiment que c'est une forme d'assurance. C'est-à-dire que la crise grecque est passée par là, il y a une perte de repères, sans doute que la société, le système politique n'a même pas les mêmes services qu'avant et la communauté a été vue comme une forme d'assurance. Ça, c'est un point important. En plus, c'est vrai que c'est une communauté qui est du coup amène à un usage agricole, donc il y a une faible densité. Donc si on reproduisait ce modèle à l'échelle de l'ensemble de la planète, on parlait tout à l'heure de surpopulation, ça serait quasiment inimaginable. Donc ça n'aurait plus de sens du coup. Ça n'aurait plus de sens. Il y aurait vraiment une forme d'étalement généralisé. On aurait une personne par demi-hectare pour cultiver son lopin de terre. C'est vivable peut-être à l'échelle maximum, je ne sais pas moi, de 800 millions, 1 milliard d'habitants, pas plus et encore. Et puis l'autre point qu'il faut souvent avoir en tête, c'est que ça peut créer de l'exclusion. C'est-à-dire que comment on y rentre. Moi, je le vois beaucoup parfois sur certaines coopératives de logement en Suisse qui promeuvent un idéal communautaire, mais qui du coup excluent un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas facile d'y rentrer. C'est d'autant moins facile si on est peut-être un peu plus pauvre que les autres ou pas de la même origine culturelle ou ethnique, etc. Donc je trouve toujours que le revers de la médaille du modèle communautaire, c'est le club en fait, c'est-à-dire le club fermé, un peu l'entre-soi. Souvent, de ce que j'ai pu entendre de ce genre de communauté, il y a vraiment ce côté tout le monde est pareil, on ne voit pas les différences, tout est possible, tout le monde peut le faire, alors que c'est pas vrai. Et justement, ça m'a évoqué ça en fait quand tu parlais de club un peu. Dans le cas de Evolving Cycle, il y en a qui sont végétariens, il y en a qui sont véganes et il y en a qui pas du tout. Ils font vraiment comme ils veulent. En fait, ils t'acceptent vraiment comme tu es. Ce qu'ils veulent juste, c'est te reconnecter avec la Terre, que tu recrées ce lien avec la planète, que tu recomprennes comment les choses font pour exister. En tout cas, les deux que j'ai vus, à chaque fois, c'était voilà, vous venez comme vous êtes, vous avez vos qualités, vos défauts, et ce qu'on veut, c'est vraiment valoriser vos qualités et échanger et utiliser vos compétences, votre expérience dans certains domaines pour nous aider à évoluer dans les projets. J'ai hâte de voir la vidéo en entier, du coup.
Ça m'intéresse. Bah, merci à vous en tout Ouais, cas. merci beaucoup. Écoutez, avec plaisir. Avec plaisir, je trouve que c'était vraiment une très belle expérience parce que ça permet d'être vraiment aux prises avec des réalités très très différentes, des exemples concrets en fait. C'est ça qui est très bien. Donc bravo d'avoir fait ce travail et puis merci de m'avoir associée à la discussion. Ça nous a fait plaisir, merci à vous. Ça donne envie d'en voir plus, non? Alors, retrouvez les vidéos du jour ainsi que tous les autres reportages de nos 3 créateurs sur leurs chaînes YouTube respectives, à savoir World of Advice pour Megan, La Carologie pour Carolina et Benjamin Friand pour Benjamin Friand.